Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous cet après-midi pour cette table ronde consacrée donc à l'essor des technologies numériques, à la fois sur les nouveaux usages, mais on en a dit quelques mots ce matin, peut-être les nouveaux risques. Avant d'entamer les débats et les échanges, je vous propose de découvrir quelques innovations, non pas en Europe, mais nous sommes allés voir un petit peu ce qui se passait sur les autres continents. On découvre ces innovations et puis on pourra en parler juste après.それではモニタリング装置の概要を説明します。モニタリング装置は営業車に搭載された2つの装置によって測定を行います。1つ目の装置は軌道変異モニタリング装置でレーザーによって軌道の変異を測定しています。2つ目の装置は軌道材料モニタリング装置でカメラ画像によって軌道材料状態の不具合を確認しています。それでは実際に営業車が測定している床下に搭載された装置をご覧ください。この列車は4つ目の10分です。軌道材料モニタリング装置で取得した不良箇所の画像をご覧ください。こちらが締結装置の不良箇所の画像です。こちらでは金具が外れていることが確認できます。こちらは他の不具合画像を確認できる画像となっております。このようなデータを活用することで日々の軌道保守の効率化を図っています。
Voilà donc pour ce rapide petit tour du côté du continent asiatique, et on va aller du côté de l'aérien avec vous, Frédéric Medioni. Peut-être quelques mots déjà sur les missions de la DESAC, et puis quelques mots également sur le paysage européen et mondial en termes de contrôle, pour que chacun puisse se faire déjà une idée de ce paysage-là. La DESAC, en fait, est l'autorité nationale de surveillance pour ce qui est du transport aérien en France. Donc à ce titre, on est en charge de vérifier l'application de la réglementation de sécurité, l'usage aussi de la promotion et de l'amélioration de la sécurité par tous les opérateurs de transport aérien français, c'est-à-dire les aéroports, les compagnies, les constructeurs dans une moindre mesure, j'y reviendrai, et les pilotes, les écoles de pilotage, le contrôle aérien, etc. On s'inscrit en fait dans un environnement qui est extrêmement international depuis le début. Je pense que l'aviation civile a été un des premiers domaines à être à ce point organisé au niveau international, avec l'organisation de l'aviation civile internationale qui a plus de 50 ans maintenant, même beaucoup plus que 50 ans. On est dans un domaine où il y a des standards mondiaux très forts, et plus précisément en Europe, on est dans une réglementation européenne qui fixe de manière assez cadrée ce qui dépend de l'Europe, ce qui dépend des États membres, et pour ce qui est de la surveillance, ce qui dépend de l'Agence européenne de sécurité aérienne, c'est-à-dire l'EASA, et ce qui dépend des autorités nationales de surveillance, donc la DESAC. Donc on s'inscrit vraiment dans un système international très cadré. Quand il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, une des difficultés, comme les drones par exemple, on y reviendra, une des difficultés, c'est évidemment de savoir comment on les gère du point de vue de la sécurité, de savoir quels sont leurs risques, mais aussi de savoir quelles sont les exigences qu'on va leur mettre compte tenu du danger qu'ils peuvent représenter. Ce qui fait que l'aviation, on en a l'image d'Air France, pour Air France, Airbus, tout ça, mais c'est en fait un monde extrêmement divers, avec des niveaux de gestion du risque et d'acceptabilité du risque extrêmement divers. L'aviation a été un domaine extrêmement innovant, c'est un domaine extrêmement récent qui a progressé très très vite, et qui très vite, probablement pour des raisons d'acceptabilité sociale, parce que les premiers vols commerciaux étaient quand même très risqués, très vite a développé des règles de sécurité extrêmement strictes. Et on a continué à innover tout en ayant des règles de sécurité extrêmement strictes, et ce n'était pas forcément un problème. Là, maintenant, on se retrouve avec des innovations qui sont des innovations de rupture, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on a des objets volants qui n'existaient pas au moment où on a établi ces règles. Nous, on a un enjeu extrêmement fort de la décarbonation. C'est un peu la survie de notre domaine, la survie peut-être pas économique, parce qu'on aura toujours besoin d'avions pour aller en Chine, ou au moins la survie de l'acceptation sociale. Mais nous, on se doit de ne pas être des freins. Le rôle de la DESAC, et je pense que c'est sans doute la même chose pour le PSF, nous, on considère que notre devoir, c'est d'être ouvert à l'innovation. Il ne sera pas du tout compris qu'Airbus puisse produire un avion, par exemple, à hydrogène, et que nous, alors ce serait plutôt l'EASA, mais enfin, globalement, la communauté de la surveillance vienne dire il existe cet avion, mais il n'a pas le droit de voler parce qu'il n'est pas certifié, il faut attendre encore 10 ans pour le certifier. Voilà. Donc on a une responsabilité sociétale extrêmement forte, on est obligé d'être ouvert à l'innovation, ne serait-ce que pour ne pas entraver, et même si possible favoriser la décarbonation du transport aérien, qui est évidemment notre priorité, parce qu'encore une fois, c'est des questions existentielles. D'accord. Sadio Ba, vous étiez déjà présent, vous, je crois, à une précédente conférence de l'EPSF, c'était en 2017, et pour parler cybersécurité. Alors, cette conférence qui était introductive à l'époque dressait le tableau des grandes menaces. Cette année, vous n'allez évidemment pas refaire cette conférence, mais peut-être nous redonner quand même quel est l'état de la menace aujourd'hui, et quels sont les risques. Je me référerai juste à un excellent document qui est sorti la semaine passée de l'ENISA. L'ENISA, c'est l'agence européenne de cybersécurité, c'est notre équivalent au niveau européen, qui a sorti un rapport dédié sur le transport, avec les 4 secteurs, donc l'aérien, le maritime, le routier et le ferroviaire. Et donc pour le ferroviaire, ils ont recensé une vingtaine d'incidents depuis 2021, donc depuis 2 ans. Alors c'est essentiellement des incidents mineurs. Je rappelle que ce soit l'aérien, le ferroviaire ou le routier, en source ouverte par une cyberattaque, aujourd'hui, 0 mort. On n'a pas fait dérailler un train, on n'a pas craché un avion, on n'a pas provoqué de collision de véhicules en transport routier,
en source ouverte à ce jour. Donc c'est essentiellement des événements mineurs, mais qui peuvent avoir un impact sur les opérations, sur l'exploitation. Donc c'est l'indisponibilité du système ferroviaire pendant quelques heures ou pendant quelques jours. C'est également des impacts périphériques qui peuvent être sur le système d'information voyageurs, ne sont pas directement sur la production ferroviaire, ou ce qu'on observe aussi beaucoup, c'est ce qu'on appelle les attaques par rebond. Donc, je peux prendre l'exemple récent, ce qui est arrivé au Danemark, où vous avez un prestataire de service qui fournissait les plans de conduite à la société danoise via une tablette. Et cette société a été attaquée, n'a pas pu délivrer ses plans de conduite, donc évidemment les trains n'ont pas pu circuler. Ce n'est pas une attaque directement sur l'opérateur, mais qui peut avoir un impact sur la circulation ferroviaire. Donc état de la menace fort, essentiellement aujourd'hui mineur, donc le classique, rançongiciel, on chiffre vos disques, vous ne pouvez pas fonctionner, exfiltration de données personnelles, attaque par DDoS, déni de service, on vient matraquer votre site et on le fait tomber. Voilà. Dans les 2 ans, il y a quand même quelques attaques d'une nature un peu différente qui se sont passées en Ukraine et en Biélorussie et en Russie pour les raisons que vous pouvez imaginer. Lutter contre la cybersécurité, c'est évidemment au sein même des entreprises, c'est des choses à mettre en place, c'est travail aussi sur l'environnement de travail, c'est aussi de la réglementation. Depuis quelques années, la réglementation évolue et elle devrait encore continuer à évoluer. La France a été un précurseur pour la mise en place d'une réglementation de nature cyber, avec ce qu'on appelle l'article 22 de la loi de programmation militaire qui a été promulguée le 18 décembre 2013. Cette loi dit 4 choses. Ces opérateurs d'importance vitale, d'abord, vont devoir identifier les systèmes les plus sensibles et les plus critiques pour la nation. Système d'information, j'entends, système numérique. Les plus critiques et les plus essentiels pour la nation. Et à ces systèmes-là, premièrement, vous devez appliquer des règles de sécurité. Donc il y a 20 règles de sécurité. La deuxième chose, c'est que sur ces systèmes, H24, vous devez notifier tout incident de cybersécurité qui intervient sur ces systèmes à l'ANSSI, 24 heures sur 24. Donc la notification des incidents obligatoire. La troisième, c'est que la Première ministre, en cas de crise majeure dans le pays, peut vous demander des mesures d'exception. Typiquement, vous coupez vos accès à Internet. Et la quatrième, c'est que, évidemment, l'ANSSI ou toute prestataire qualifié par elle peut effectuer des contrôles de conformité. Ensuite, l'Europe nous a emboîté le pas en 2016 avec une directive qui s'appelle SRI en français, NIS en anglais, NIS, et qui s'est inspirée peu ou prou de dispositifs français, mais qui n'a pas tant modifié les choses que ça en France, qui avait déjà cette avance avec cette fameuse LPM. Donc aujourd'hui, si je vais maintenant sur le ferroviaire de façon plus précise, vous avez certains opérateurs, vous pouvez imaginer lequel qui est concerné ou lesquels par cette réglementation sur certains de leurs systèmes. C'est tout. En termes de réglementation verticale, contrairement à l'aviation, dans le ferroviaire aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation cyber verticale. En termes de normalisation, également, vous n'avez pas de normalisation ferroviaire dédiée cybersécurité. Ça devrait déboucher d'ici 2 ans, puisqu'il y a une spécification technique qui n'a pas encore le statut de norme, mais qui devrait normalement converger vers une norme d'ici 2 ans. Et donc, à part une petite exigence dans le RTMS sur des STI, ça va parler au public, en termes d'exigence de cybersécurité, aujourd'hui, je ne dis pas évidemment que les opérateurs, les exploitants, ou que les fabricants de matériel, ou les fabricants de systèmes ne font rien, ce n'est pas mon propos, mais vous n'avez, en termes de cadre obligatoire, réglementaire et cadre pénal associé, aucune obligation. D'accord. Cette réglementation qui date de 2016, elle a évolué. C'était en décembre dernier. Qu'est-ce qui change très concrètement par rapport à avant? Ça amplifie quoi? Alors, il y a un changement notable, majeur. C'est que donc il y a une V2 de cette directive européenne, donc Nice 2, qui a été adoptée, publiée le 27 décembre 2022. Cette réglementation qui date de 2016, elle a évolué. C'était en décembre dernier. Qu'est-ce qui change? À savoir, le nombre d'opérateurs qui vont être concernés est beaucoup plus important. C'est plusieurs milliers, dizaines de milliers d'opérateurs qui vont être concernés, donc plusieurs dizaines dans le transport ferroviaire. Ça va changer la donne. Et un autre élément aussi à prendre en compte, c'est que je vous disais que les réglementations existantes ne concernaient que les exploitants et les opérateurs, GIEF. Là, les fabricants et les fournisseurs de solutions
signalisation, matériel, roulant, vont être concernés. Donc ça change complètement la donne. On a vu des innovations tout à l'heure en Asie. Est-ce que la réglementation est la même? Est-ce que finalement, c'est pas plus simple d'innover quand on est du côté de l'Asie que quand on est du côté européen? Et tout, évidemment, ça englobe aussi tous les problèmes de cybersécurité. Ce que je peux dire, c'est qu'au niveau asiatique, notamment au niveau chinois, sur les aspects de normalisation sont très présents en termes de cyber, quel que soit le chantier, quel que soit le vertical. Très, très présent. Pensez à ce qui a pu arriver avec les telcos, avec la 5G, avec la 6G, avec Huawei. Très présent au niveau des instances de normalisation pour évidemment impacter et avoir un élément différenciant sur le marché. Au niveau de l'Amérique du Nord, c'est... En fait, c'est un bon lobbying, parce que vous avez dit ça en termes très châtiés, mais c'est du lobbying. Très clairement soft pour... power aujourd'hui, revendiqué, affiché, assumé. En Amérique du Nord, ils ont une approche un peu plus distanciée avec la réglementation et la norme. C'est pas le côté européen. On impose. Bon, d'une part, le ferroviaire n'est pas aussi développé déjà. Il y a un dernier mot que je voudrais rajouter quand même, c'est qu'il y a un sujet majeur sur l'ouverture à la concurrence. Donc la dissociation que l'on va avoir entre EF et GI, ça va se multiplier. Donc ça existe déjà, ça existe déjà, mais ça va se multiplier. Et ça pose des vraies questions. Alors, transport guidé en façon générale, donc je vais même sur le métro, avec les CBTC, donc des systèmes qui sont de plus en plus intégrés, navigation, de circulation, de contrôle, de supervision, et où on ne peut plus dissocier, comme on le faisait avant, entre un GI et un EF de façon assez simple, avec les systèmes numériques qui sont en adhérence et en implication. Donc aujourd'hui, en termes de responsabilité, pour identifier un responsable en termes de cybersécurité, quand vous avez deux opérateurs qui peuvent être concurrents, c'est extrêmement complexe. Trouver une réponse technique en disant on va avoir une vision périphérique en sécurisant, ça ne tient plus la route. Le deuxième, c'est sur le maintien en conditions de sécurité. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui vous fournissent du matériel roulant, qui vous fournissent des systèmes de signalisation et qui vont garder une patte sur leur système d'information pour effectuer de la maintenance. Donc là aussi, on a une extension du système d'information qu'il va falloir sécuriser. J'avais juste envie de poser une question à Frédéric Medioni. Est-ce que l'avion autonome, c'est quelque chose qui est proche dans l'avenir? Et est-ce que vous commencez déjà à réfléchir justement au risque peut-être d'une prise en main d'un avion par des terroristes via une attaque cyber? Faire tomber un avion avec la cyber, pourquoi pas, hein, je ne sais pas si c'est techniquement faisable, je ne suis pas assez expert, mais de toute manière, il y a plein d'autres moyens de faire tomber un avion et des moyens d'une certaine manière plus accessibles pour des groupes malveillants que la cyber. Par contre, paralyser un aéroport, paralyser une compagnie aérienne, et soit pour réclamer des rançons, soit pour désorganiser un pays, il n'y a pas de raison que les opérateurs de transport ne soient pas touchés un jour. Voilà, donc on est plus dans une logique de ransomware que d'attaque terroriste à vouloir... De toute manière, peut-être que je me trompe, hein, vous me corrigerez si je dis n'importe quoi, mais je pense que les moyens de s'en prémunir seront les mêmes. Nous, de notre côté, l'attaque la plus spectaculaire qu'on a eue, c'était l'ENAC, l'école de l'aviation, qui a été attaquée, ça a été public. Voilà, mais si on paralyse Air France, si on paralyse Charles de Gaulle, ce sera peut-être moins spectaculaire que si on fait tomber un avion dans la presse, mais ce sera quand même, voilà, donc c'est des raisons de se protéger largement suffisantes. Avec vous, Gérard Travaglini, on va regarder ce que fait l'Europe. Vous allez nous présenter aussi ce qu'est Europe's Rail, puisqu'on a tous en tête ce qu'est Shift to Rail, et c'est assez proche, a priori, si je ne dis pas de bêtises. Alors, vous allez voilà mettez-vous là-bas. Très bien, bonjour à tout le monde. Donc, avec Stéphane, on s'est dit que ce serait peut-être sympa, vu qu'on parle de technologie numérique, de le montrer en écran. Non, blague à part, c'est plus facile avec un support pour vous expliquer ce que c'est Europe's Rail. Ce que c'est Europe's Rail, c'est un partenariat public-privé qui a été créé par les États membres en 2019 par un règlement européen. Et ce règlement européen, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tous les fonds de recherche et innovation que l'Union européenne met à disposition pour toutes les entreprises sont gérés par une entreprise commune qui s'appelle Europe's Rail. Il y a eu exactement la même chose en 2014, où on a eu un autre règlement approuvé par tous les États membres qui mettait en place Shift to Rail et la Joint Undertaking. Shift to Rail est donc un
instrument de l'Union européenne pour mettre en place un programme de recherche et innovation. Et il a la particularité d'être limité en durée. Donc, il fermera ses portes en 2031. Et jusqu'à 2031, il doit mettre en place un programme de recherche et innovation avec des résultats. Parce qu'on parle de 1,2 milliard de recherche et innovation. Donc c'est très grand à dépenser dans 10 ans, bien sûr. Et l'Union européenne met à disposition 600 millions d'euros. Donc d'où est-ce qu'ils viennent les autres 600 millions d'euros? Viennent des entreprises ferroviaires qui participent, et tout, pas seulement entreprises ferroviaires, mais aussi constructeurs, aussi exploitants, aussi gestionnaires d'infrastructures et aussi organismes de recherche, qui ont décidé de devenir membres de ces partenariats public-privé. Et donc, on appelle ces membres les membres privés, tandis que le membre public, c'est l'Union européenne. Eux, ils vont mettre les autres 600 millions d'euros. Pas en cash, mais ils vont le mettre avec des ingénieurs. Mais il y a bien plus de compagnies derrière tout ça, parce que ces membres viennent avec d'autres compagnies dans les programmes de recherche et innovation. Et en plus, notre programme de recherche et innovation qu'on lance via des appels à propositions qu'on publie sur notre site, qu'il est publié aussi sur le site de la Commission, c'est des appels ouverts. Donc on va travailler sur la gestion du trafic, on va travailler sur l'automatisation, la digitalisation, sur les assets, donc ce que vous avez vu sur la maintenance, mais de point de vue plus holistique, sur la compétitivité du système fret et aussi du système régional. Ça, c'est un peu une nouveauté. Pourquoi? Parce que, en fait, surtout en Europe, et ça, c'est pas la même chose partout dans le monde, mais en Europe, en tout cas, on a un gros système déjà de réseau développé, mais on a des services qui sont souvent sous-utilisés, surtout dans des endroits régionaux. Donc ça, c'est un petit peu les domaines. Ce qu'on va faire, on appelle des projets qu'on appelle des flagship projects. Pourquoi? Parce que c'est des très, très grands projets, donc qui peuvent chacun être plusieurs centaines de millions d'euros en valeur. Et l'idée, c'est d'arriver à un niveau de TRL, donc proche du marché, le plus proche du marché possible. Pourquoi? Parce qu'on veut couvrir tout le cycle d'innovation. Donc, on ne fait pas de la recherche pour de la recherche, on fait de la recherche pour qu'elle soit implémentée dans le marché et dans les systèmes ferroviaires. Et ensuite, il faut penser comment on va l'exploiter, comment on va le mettre en place. Et si parfois, pour le mettre en place, il faut coordonner différents acteurs du système ferroviaire, parce que simplement une société ou 10 sociétés qui mettent ça en place, ils ne le feront jamais, parce qu'ils seront désavantagés pour être les premiers à avoir bougé. Alors, le système Pillar, pourquoi on l'a mis en place? Si vous réfléchissez, le système ferroviaire, un grand avantage, on parle des technologies numériques aujourd'hui. Pensez au système ferroviaire, qu'est-ce qu'il est? Il a un réseau, il a un système, il est supervisé et il est prédictible. Pour moi, tout ça, c'est des conditions qui favorisent en fait l'utilisation des technologies numériques. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le déploiement des innovations dans le système ferroviaire, il est très, très, très lent. Il y a aussi un problème de retour sur l'investissement sur le premier qui implémente cette solution. Et ensuite, notre problème existentiel, effectivement, ce n'est pas le CO2, mais notre problème existentiel, c'est la compétitivité du ferroviaire. Donc c'est pour ça qu'on veut travailler sur une architecture du système, et quand on parle d'architecture du système, c'est en fait les connexions entre les différents sous-systèmes. On veut harmoniser cela et pour cela, bien sûr, on travaille avec l'Agence européenne ferroviaire et on travaille avec les organismes de standardisation. Le but, c'est bien sûr d'arriver à des processus aussi qui sont plus rapides, mais il faut définir un certain nombre de processus communs et de design communs. Entre 2023 et 2026, on a déjà défini pour le système Pillar notre champ d'action prioritaire. Ce seront sur 3 axes. Premier axe, c'est le système de contrôle de la signalisation. Le deuxième axe, c'est le contrôle du trafic. Et le troisième axe, c'est le DAC, qui c'est le Digital Automatic Coupler.
donc le couplage digital et automatique. Couplage digital et automatique, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais il y a déjà les États-Unis qui ont ça depuis des années. Attention, ce n'est pas la même chose. Ici, c'est de la vraie innovation parce que ce n'est pas simplement le couplage mécanique, c'est le couplage mécanique pneumatique, le découplage automatique aussi, et également, et ça c'est la chose, je crois, la plus importante pour aujourd'hui, c'est le système d'énergie et de communication digitale qui va être intégré dans cela et qui nous permettra d'avoir cette approche système et d'augmenter la compétitivité. Et voilà, donc d'un côté, on se coordonne, comme j'ai dit, avec l'agence. L'agence travaille aussi dans le système PILR, de façon à ce qu'on puisse effectivement aussi progresser ensemble et accélérer l'innovation dans les systèmes de STI. Ce qu'on va faire aussi, c'est, et on publiera, donc tous les travaux seront publics. Aujourd'hui, on a juste travaillé sur le processus, on vient de commencer. Dernière information, comme ça vous avez toute l'information. Les synergies, c'est très important, avoir une plateforme européenne, Europe Rail, qui met ensemble le secteur ferroviaire. En même temps, ça donne aussi d'autres opportunités parce qu'on travaille dans un cadre européen où il y a d'autres initiatives aussi dans le secteur aéronautique, dans le secteur spatial, dans le secteur des batteries, hydrogène, cybersécurité, etc., où on peut créer des liens, disons, à plus haut niveau et des synergies aussi à plus haut niveau, éventuellement jusqu'à arriver à faire des projets de recherche et innovation ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Giorgio Travaini, pour cette présentation